Et si ce sont les réseaux sociaux qui ont permis une forte mobilisation en France après les attentats, le hashtag Je suis Charlie a notamment été tweeté plus de 5 millions de fois. Ce sont aussi ces mêmes réseaux sociaux qui permettent aux jeunes d'avoir accès à des sites dangereux, des sites qui ont pour but de les pousser à prendre les armes et à venir grossir les rangs de Daesh. Nous vous en parlions le mois dernier à l'occasion de notre reportage sur le processus d'endoctrinement des jeunes Français. Zoom aujourd'hui sur les dangers du web et la lutte contre le cyberterrorisme en France. Un reportage de MPTN Prod pour Médien TV. Le 11 janvier dernier, des millions de personnes défilent en signe de solidarité avec le journal Charlie Hebdo. Une manifestation qui se fait par des moyens de communication classiques jusqu'aux plus modernes comme ceux de Twitter. En quelques jours, le fameux slogan « Je suis Charlie » va se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier. Des réseaux sociaux donc qui ont permis de déclencher une mobilisation sans précédent, mais qui ont aussi mis en lumière le côté sombre du web. Cyberattaques, cybermenaces, messagerie infiltrée, guerre médiatique autour de la pratique de l'islam en France, crainte d'une atteinte à la liberté d'expression. En quelques jours, le web est devenu le champ de bataille d'une guerre cybernétique, un monde virtuel aux contours pas toujours nets. Associés dans une recherche islam et web, nous dirige vers toutes sortes de sites, des plus pédagogiques aux plus inquiétants. Pas facile pour les jeunes de la génération Internet de se retrouver dans ce labyrinthe et de trier le bon grain de livret. Une problématique que connaît bien Oumma.com, l'un des sites d'information sur l'islam les plus fréquentés. Oumma.com est un site de débat et d'information qui traite sur le fait musulman, mais pas seulement sur le fait musulman, puisqu'on s'intéresse à plusieurs rubriques, on s'intéresse à toutes les rubriques liées à l'actualité. Un site complètement indépendant qui a été créé depuis 15 ans, qui s'est autofinancé et qui a une très forte audience. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, le site connaît une très forte affluence, plus de 40 à 50% d'affluence en plus. Donc nous, bien sûr, on a collé à cette actualité, on a tenté de donner des éléments d'information, des éléments d'analyse, on a organisé des débats, on a eu différentes contributions pour tenter de comprendre ce phénomène. On a différentes demandes. D'abord, il y a ceux qui viennent avant tout chercher de l'information, qui viennent chercher de l'analyse, des éléments de compréhension de l'actualité, quelle que soit d'ailleurs cette actualité. D'autres qui, eux, viennent pour avoir des connaissances liées au contenu religieux, c'est-à-dire se poser des questions sur l'islam, qu'est-ce que ça veut dire être musulman actuellement en 2015. Oumma se veut pédagogique pour les internautes, là où d'autres sites laissent passer tout type de contenu, même les plus sensibles, comme nous l'explique Benoît Galleret, le spécialiste du web pour la chaîne d'information en continu LCI. S'il y a quelques sites institutionnels, en effet, c'est pas là que va se passer le gros de l'activisme en ligne. La force de ce contenu-là, c'est qu'il est viral, c'est-à-dire qu'il est posté sur YouTube, sur des plateformes qui servent de tuyaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas analyser ce qu'on est forcément en train de partager dans les moindres détails. Et une fois que cette vidéo est postée, par exemple sur YouTube, elle va être copiée 10 fois, 20 fois, donc vous pouvez la supprimer une fois, identifier une deuxième personne qui l'a postée, vous n'en viendrez jamais à bout. Une problématique contre laquelle les grands du web tentent de répondre à travers leur politique de signalement, insuffisant selon certains, compliqué pour les réseaux du web. Leur réponse, eux, a toujours été, on est des tuyaux, on n'est pas des éditeurs de presse, on n'est pas rédacteurs en chef, on est des techniciens qui mettent à disposition des gens un moyen de diffusion. Voilà, nous demandez pas, nous, de faire la police sur les contenus, à chaque pays de se débrouiller. Le problème du terrorisme et du prosélytisme, c'est qu'il faut le définir. Et c'est-à-dire que il faudrait un terme commun à tous les pays du monde pour savoir ce qu'est un terroriste et quel message est insupportable. Un rapport compare les méthodes de Daesh à celles utilisées par les sectes, une vision que confirme Shem Sakrouf, ancien militaire français spécialiste du renseignement qui connaît bien les mouvements terroristes. Il faut que le message des djihadistes puisse toucher une cible déterminée de gens qui sont capables d'aller là-bas, combattre en Irak, en Syrie. Donc il s'adresse à une population déjà réceptive à la base, qui sont contre la politique étrangère de la France, ou qui se sentent rejetés en tant que musulmans de France, ou pour les non-musulmans, qui trouvent que cette cause est juste.
En règle générale, d'après certains chiffres, il s'agirait de convertis. C'est-à-dire qu'on là, on n'est pas vraiment dans du fondamentalisme de père en fils ou dans le lieu de la famille, mais de gens qui adhèrent à travers des associations d'idées. Je n'aime pas la société dans laquelle je suis, cela me propose de venir combattre, il y a un côté excitation, devenir quelqu'un, c'est souvent des gens qui sont en recherche d'emploi ou, par exemple, sur ceux qui ont commis les attentats de Charlie Hebdo, c'était des enfants abandonnés. Donc il y a un effet de retrouver un nouveau cocon familial. Donc c'est ceux-là qui sont les plus vulnérables. La question qu'il faut se poser, c'est qui sont ces combattants de Daesh? On le sait maintenant au niveau des services de renseignement, c'est des gens payés. La plupart des dirigeants de Daesh sont des cadres qui ont une fiche de paye, dont le métier est justement d'aller faire du prosélytisme, endoctriner et emmener des jeunes ou des combattants de la région. Les recrues sont connues pour leur forte connectivité. Près de 9 sur 10 ont découvert les mouvements djihadistes par Internet. Et pour contrer cette nébuleuse, les meilleurs vigies restent la police et la gendarmerie. Le gouvernement a renforcé son site internet signalement.fr. C'est un des dispositifs qui a été mis en place pour lutter contre la radicalisation. C'est un des éléments du panel de réponses que le gouvernement veut apporter. Donc, Pharos, il y a du signalement de contenu illicite qui peut permettre d'engager un certain nombre de procédures. Et puis, il y a aussi, pour lutter contre la radicalisation, notamment par le web, un ensemble de mesures qui ont été prises avec la création d'une plateforme, d'un numéro vert de signalement, auquel les familles peuvent appeler, les proches, ceux qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'être mis en relation avec ceux qui peuvent apporter une aide. Le gouvernement est allé encore plus loin avec stopdjihadisme.fr, un site à l'intention des candidats au départ et surtout de leurs familles. La campagne Stop Djihadisme, c'est pas pour déradicaliser entre guillemets, c'est de donner des outils aux proches, aux amis, aux familles, à tous ceux qui peuvent être en contact de personnes en cours de radicalisation ou radicalisées, de leur donner le moyen de contacter les services de l'État. Il y a cette vidéo choc qui s'ouvre d'une vidéo de 2 minutes dès qu'on se connecte au site, qui va se dérouler comme ça avec des images assez violentes. Il est d'ailleurs interdit aux moins de 12 ans ce spot, donc pour un spot de l'État c'est quand même assez surprenant. Ils ont pris le parti de reprendre tous les codes de la propagande djihadiste. On tutoie d'ailleurs, ce qui est aussi nouveau, on reprend ce code-là. Non, tu vas pas t'amuser avec une calage, tu vas être dans une caserne, tu vas être traité n'importe comment, et c'est pas du tout la vie qu'on est en train de te promettre. Je pense pas qu'on évite beaucoup d'attentats grâce à cette vidéo. Mais il faut la faire, parce que s'il ne l'avait pas fait, on leur a dit qu'ils laissaient complètement le web à cette propagande inquiétante et djihadiste. Et ensuite, c'est une guerre, comme toutes les guerres aujourd'hui, médiatique. Donc il faut occuper le terrain, ne serait-ce que pour prouver à l'opinion publique qu'on a pris les choses au sérieux. Depuis que le numéro vert a été mis en place, fin avril, il y a eu des milliers d'appels, mais il y a eu un peu plus de 1100 appels jugés pertinents. Signalement pertinent, ce qui est considérable. Et sur ces 1100 signalements pertinents, il y en a 60% qui concernent des hommes et 40% qui concernent des femmes. Là aussi, c'est un chiffre qui est un chiffre éloquent. Donc il y a vraiment aussi un phénomène qui touche les femmes qui sont notamment recrutées par le web et qui se retrouvent dans des zones de djihad dont il est très difficile de sortir une fois qu'on y est. Côté justice, les peines encourues se sont durcies. 20 ans pour complicité de terrorisme, des faits aggravés en cas de cyberparticipation. Safia Akori, une avocate pénaliste, a observé ce durcissement des sanctions. Le risque pour les jeunes gens qui partent en Syrie, il est multiple. Judiciairement, il va dépendre aussi de la situation du jeune en question. C'est-à-dire que le retour en France va aussi dépendre de la nationalité et de la situation administrative du jeune en question. Un jeune qui est de nationalité étrangère et non français risque l'expulsion à son retour. Si la personne est une binationale, elle peut également encourir la déchéance de la nationalité française
dès lors que cette personne a été naturalisée. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de jeunes gens nés en France qui ont initialement la nationalité française et une autre nationalité en parallèle. Ça, c'est en dehors, évidemment, des peines de prison. Pour la complicité active, a priori, monte jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle, pardon. Depuis novembre 2014, est considéré également comme un acte terroriste, une nouvelle forme de pratique qui est la consultation régulière de sites faisant l'apologie du terrorisme et incitant à l'entreprise terroriste. Pour ces faits-là, les peines qui sont encourues depuis 2014 sont de 10 ans. La cyberguerre n'est pas qu'une affaire d'État. Les Anonymous s'y mettent et lancent des cyberattaques sous la bannière OP Charlie. Et comme l'observe Frédéric Bardot, auteur d'un livre sur ce mouvement, on peut trouver leur motivation dans leur code d'honneur. Dans OP Charlie, ce qui a posé problème, c'est pas les attentats, c'est le fait que ces gens-là aient attaqué des journalistes et attaquer la liberté d'expression. Le mode opératoire d'Anonymous, c'est un peu toujours le même depuis le début. Donc il y a une partie technique et il y a une partie médiatique. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des vidéos avec une voix qui fait peur, etc., une mise en scène. Donc ça, c'est la partie médiatique. Et après, il y a des actions techniques qui peuvent être plus ou moins techniques. Donc il y a, comme ils ont commencé pour OP Charlie, bloquer des comptes Twitter. Donc là, c'est vraiment signaler à Twitter qu'il y a un compte djihadiste. Donc là, ça ne nécessite pas d'être un hacker super chevronné. Après, il y a des choses qui sont de l'ordre du déni de service. Donc là, en fait, l'idée, c'est de dire à tout le monde de se connecter sur le même site au même moment. Et donc, il y a tellement de connexions que le site tombe et il devient indisponible. Et après, il y a des choses qui sont plus techniques, où là, il y a le changement d'une page d'accueil, par exemple, en utilisant une faille du site. Et encore plus technique, l'intrusion sur le serveur et le vol de données. Ces attaques ne sont pas restées sans réponse. Très vite, des cyberterroristes lancent OP France, qui a touché des sites comme celui du mémorial de Caen. Une cybermenace que Chem Sakrouf a suivie de près. Ça peut être des djihadistes ou des jeunes qui veulent en découdre numériquement avec la France ou les autorités ou la presse. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une organisation derrière soi. N'importe qui connaît un peu le codage, qui peut embêter. Faut savoir que y a des entités qui n'avaient pas peur de la cyberattaque parce qu'elles n'avaient pas de quoi, ni de secret, ni de choses à protéger. Donc ça a été facile pour certaines personnes, certaines entités, de les attaquer via des cyberattaques. C'est pas quelqu'un depuis Peshawar dans une grotte qui peut faire péter une centrale nucléaire en France. Ça marche pas comme ça. Des opérations peu efficaces et qui ont des répercussions notamment pour les forces de police. Donc eux, ils considèrent à la fois qu'ils n'en ont rien à faire des pouvoirs constitués, ils se font justice eux-mêmes. Ils le font parce qu'ils considèrent que la liberté d'expression a été attaquée. Et donc ils le font malgré la police. Et même la police a dit que ça dérangeait leur travail, le fait qu'Anonymous fasse des attaques sur des sites djihadistes. Finalement, leur site internet, qu'on sait très peu fréquenter et qu'on a bien localisé, il nous sert plus ouvert que fermé, parce qu'on va pouvoir savoir s'ils sont encore en vie, savoir ce qu'ils sont en train de faire, savoir si leur message évolue, savoir s'ils ont changé de pays, puisqu'on peut savoir d'où est-ce qu'ils ont posté leur contenu. La surveillance policière est sur tous les fronts. Le ministère de la Justice veut faire preuve de tolérance zéro pour l'apologie du terrorisme. Cette infraction existait déjà avant, mais elle était réprimée par la loi de 1881, qui est la loi de la presse notamment, et qui est la loi qui fonde les infractions relatives à la liberté d'expression, aux excès de liberté d'expression. Par cette loi de novembre 2014 qui est entrée en vigueur au début du mois de janvier, nous sommes rentrés dans une infraction pénale. Ce virage qui est opéré entre le droit de la presse et le droit pénal, c'est aussi un virage qui est opéré entre les chambres et les juges qui sont désormais compétents pour juger de ces actes-là. Et d'ores et déjà, en l'espace d'un mois, on a une vision d'une jurisprudence qui change du tout au tout. Des mesures sécuritaires de plus en plus sévères qui font peur aux organisations des droits de l'homme. Amnesty International parle déjà de dizaines de poursuites sans raison valable, un phénomène inquiétant, d'autant que selon le ministère de l'Intérieur, 20 000 cas ont déjà été signalés depuis les attentats du 7 janvier. Toutes les questions liées à la liberté d'expression nous interpellent en tant que médias. Tout simplement. Donc on craint effectivement que sous prétexte de lutter contre le radicalisme religieux, donc démarche qui est parfaitement légitime, on puisse en arriver à restreindre la liberté d'expression sur Internet, qui reste quand même un espace
où règne encore une véritable liberté d'expression. Les dernières évolutions de la pratique judiciaire sont effrayantes pour nos libertés, il n'y a aucun doute sur la question. Ce qui est le plus effrayant, c'est encore une fois la pratique qui en est faite. Ces mesures-là, si elles sont bien mises en œuvre, ne sont pas effrayantes. Elles sont nécessaires pour assurer notre sécurité à tous. En revanche, elles sont en effet en ce moment assez inquiétantes parce que dans le moment qui est l'après-attentat, celui du choc, et pardon de le dire, mais un peu de l'hystérie collective, on arrive à une application qui dévoie la volonté initiale du législateur. Au Royaume-Uni, plus de 1000 contenus ont déjà été supprimés, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan de la propagande terroriste. La solution viendra peut-être des utilisateurs eux-mêmes, mieux informés, plus vigilants. C'est en tout cas l'espoir que nourrit Facebook, qui compte sur ses 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde pour venir à bout de ses publications sensibles. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Média Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles enquêtes. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée sur notre antenne.